Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 25 mars 2021 au sommaire de cette émission. Avec son franc-parler, elle alerte depuis 1 an sur les ratés de la gestion pandémique en France. Les masques, puis les tests, puis le vaccin, puis le vrai faux confinement. La France va-t-elle dans le mur? L'épidémiologiste Catherine Hill est sur notre plateau. Il sort un livre sur des années, 50 années presque, de couverture du conflit israélo-palestinien. Reporter, mais aussi célèbre voix du journalisme télévisé, le journaliste Charles Anderlin est notre invité depuis Jérusalem. Bienvenue dans À l'air libre, c'est l'émission vidéo quotidienne de Mediapart. Plus de 93 000 décès liés au Covid en France depuis mars dernier. Reconfinement partiel désormais et 11 800 hospitalisations depuis une semaine seulement. Il s'agit bien d'une 3e vague qui déferle sur la France, si bien que la question de la fermeture des écoles est désormais posée par certains. Bonjour Catherine Hill. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste et biostatisticienne. Vous avez fait une grande partie de votre carrière à l'Institut anti-cancer Gustave Roussy à Villejuif. Et depuis 1 an, vous alertez sur l'ampleur de la pandémie et la façon dont elle est gérée aussi par le gouvernement. Nous vous avions reçu dans À l'air libre dès le 8 avril dernier et à l'époque, vous nous disiez « il faut tester, tester, tester » et ça n'a été mis en place que des mois après. Encore du temps perdu. Vous êtes aussi connu, je l'ai dit, pour votre franc-parler sur les plateaux télé. Vous n'hésitez pas, par exemple, à corriger les journalistes qui commentent les courbes de la pandémie un peu comme ça leur chante. C'était début février sur LCI, on regarde. En Allemagne et en Italie, ça fait 8 à 10 jours que ça baisse. Mais tout le monde fait la moyenne sur 7 jours. Donc, il ne faut pas montrer ces trucs où on voit un pic et machin, et ensuite on compare le pic et le creux à l'intérieur d'une semaine. C'est pas sérieux comme façon de faire. La Grande-Bretagne, il faut montrer les moyennes glissantes sur 7 jours. C'est ce que font tous les professionnels. Donc, c'est pas sérieux comme façon de présenter les données. Les moyennes glissantes il faut les montrer, c'est ça qu'il faut montrer. C'est ça que je calcule. On les montrera, mais pas les oscillations à l'intérieur d'une semaine. C'est ridicule. Attendez. Et en plus, si vous prenez le haut et le bas, ça va pas. Alors, on va reprendre nos nouveaux cas par jour, n'en déplaise à Catherine Hill. Regardez, au Brésil, le pic a été atteint le 7 janvier. Et depuis, là aussi, il ne faut pas regarder forcément les points bas. Vous regardez la tendance de cette courbe. La tendance de cette courbe est à la baisse, à un plateau descendant. Le Brésil ne confine pas. Le Brésil respecte très peu le port du masque. Le Brésil est à une tendance baissière. Non, mais depuis le 7 janvier, on ne peut pas dire que ça augmente. On peut dire que ça baisse depuis le 7 janvier. On peut dire que c'est monté un peu plus haut le lundi de cette semaine-là. Et c'est absolument constant, cette affaire-là. C'est ridicule. Catherine, vous avez beaucoup rigolé pendant que c'était extrait. Vous êtes souvent sur les plateaux télé. Question cash, réponse cash, ça nous concerne aussi. Est-ce que vous dites dans cette pandémie, parfois, les journalistes aussi sont nuls? Les pauvres, ils sont perdus dans les chiffres. Et c'est vrai, on les a noyés et ils ont horreur des chiffres par essence, si je peux dire. Si vous avez choisi d'être journaliste, c'est franchement que les mathématiques, c'était pas vraiment votre truc. Alors, vous inondez de tas de nombres. C'est épouvantable. Ouais. Et donc, du coup, ça donne du cafouillage total. Il y a encore tout, dans les bandeaux en bas des chaînes de télévision, le nombre de morts du jour, et ça dépend beaucoup si c'est un lundi ou un vendredi. Donc, c'est ridicule. C'est quoi? C'est qu'ils manquent de connaissances scientifiques aussi? Ils se font enfumer par les chiffres que le gouvernement ou diverses autorités de santé mettent en avant plutôt que d'autres? Mais effectivement, la communication du gouvernement, c'est catastrophique. Et regardez... Je ne sais pas, le point épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France, qui a maintenant 70 pages. Je veux dire, comment voulez-vous... Il faut vraiment être un masochiste dans mon genre pour se plonger là-dedans et essayer de s'y retrouver. Il y a quelques journalistes qui s'y collent, mais c'est vraiment détestable. Et pourquoi est-ce que Covid Tracker et le travail de Guillaume Rosière a eu tellement de succès? C'est parce que lui, il fait la synthèse des trucs. Mais c'est pas normal que ce soit un jeune ingénieur qui est juste sorti de son école, qui communique d'une façon raisonnable. Ça devrait être les autorités. Ils sont infoutus de faire des trucs raisonnables avec les données. Comment on explique que, comme vous dites, le gouvernement ou les autorités de santé responsables sont infoutus de présenter une vision claire, synthétique, transparente, on pourrait dire, de la pandémie à un instant I, à un instant T? Je ne m'explique pas. Parce qu'ils sont mal conseillés, en fait. Parce que leur discours sur la surveillance de l'épidémie, c'est le nombre de cas qu'ils ont trouvés aujourd'hui ou hier. Et le nombre de cas qu'on trouve, ça dépend de beaucoup combien on teste. Par exemple, on s'est mis à tester dans les écoles, et quelle surprise, le nombre de cas d'enfants positifs a beaucoup augmenté. Forcément, avant, on ne savait pas qu'ils étaient positifs parce qu'ils n'étaient pas testés.
Et les enfants qui sont positifs, ils n'ont pas de symptômes. Donc, pour s'apercevoir qu'ils sont positifs, il faut les tester. Donc, si on ne teste pas tous les enfants des écoles, on ne voit pas lesquels sont positifs. Et d'ailleurs, en testant 300 000 la semaine dernière, on en a laissé, je ne sais pas combien de millions, 6, 7 ou 8 millions, qui n'ont pas été testés et dans lesquels il y a probablement la même proportion de positifs, c'est-à-dire 1 pour 200. On avance à l'aveugle. Là où on n'avance pas à l'aveugle, en tout cas, c'est sur la réalité des faits. Catherine Hill, un an après le début de cette pandémie, nous sommes bien et bien entrés dans une troisième vague de cette pandémie. Selon l'Assistance publique hôpitaux de Paris, en Île-de-France, on retrouve des niveaux d'admission en réanimation similaires à la première vague du printemps. Il faut pousser les murs aujourd'hui pour créer de nouvelles places. Comme au printemps, nouvel objectif, selon notre journaliste Caroline Coq-Chaudorge, 2200 places en réanimation en Île-de-France. Lors de la première vague, on était allé jusqu'à 2700. Cette progression inquiétante, Christophe Gueugnot et Youmi Kezouf l'ont constaté, c'était ce lundi dans l'émission À l'air libre. Écoutez l'alerte du professeur Cohen, chef de l'AREA à l'hôpital Avicenne de Bobigny. La situation est extrêmement tendue. On est en saturation en fait. Pour vous donner 2 chiffres, nous étions habituellement à 16 lits de réanimation avant octobre. Et depuis octobre, nous sommes montés à 32 lits. Et là, en ce moment, depuis 3 semaines, nous sommes à 40 lits de réanimation pour prendre les malades Covid. Nous sommes totalement saturés à 100% de taux d'occupation depuis plusieurs semaines. Et les patients, dit-il, sont de plus en plus jeunes. Là, il a 42 ans, 45 ans, 43 ans, 50 ans, 53 ans, 51 ans. Donc, il est né en 89, donc les personnes âgées, on ne le voit plus beaucoup. Et ça, c'est que du variant anglais. C'est que du variant anglais. Depuis 3 semaines, on a que du variant anglais. Illustration, Catherine Hill, avec ce tweet hier d'une anesthésiste en réa de Lille. Finalement, le plus difficile, ce ne sont pas les nuits blanches, c'est ce patient de 48 ans qui murmure « Dites à ma fille que je l'aime ». Au moment où le laryngo est prêt, la sédation avance dans la tubulure. On ne le réveillera jamais. Et elle dit « Confinement total, par pitié ». Catherine Hill, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que le variant anglais, comme le dit le professeur Cohen, a totalement changé la donne, plus peut-être que certains ne l'imaginaient? Je ne sais pas très bien si c'est le variant anglais ou si ça aurait été pareil avec le variant habituel. Le variant anglais occupe le terrain parce qu'il est plus contagieux. Je ne suis toujours pas très convaincue qu'il soit plus grave parce que j'ai vu 2 études dans un séminaire de l'OMS auquel j'ai assisté au début de cette histoire de variant anglais. Et ces 2 études anglaises bien faites montraient qu'il n'était pas plus grave. Et maintenant, il y a cette petite étude que j'ai regardée qui n'est pas très grande qui dit que peut-être il est plus grave. Donc, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. De toute façon, il est plus contagieux, donc il occupe le terrain. Mais de toute façon, il y a eu une première vague. On est descendu très très bas en mai, juin, juillet, août, septembre, ça a commencé à augmenter. On a eu un deuxième pic en novembre. Ensuite, on a confiné, c'est redescendu. Et le 1er décembre, on a décidé qu'il fallait aller faire du shopping. Et tous les indicateurs, mes indicateurs, c'est les arrivées à l'hôpital, les arrivées en réanimation et les morts. Tous les indicateurs se sont mis sur un plateau avec quelques zigzags. Il y a eu une espèce de trêve des confiseurs entre Noël et le jour de l'an, pendant lesquels il y a eu moins d'hospitalisations et moins de morts, parce que les gens dans les EHPAD ne sont pas morts dans les EHPAD, ils sont rentrés à la maison pour fêter les fêtes de Noël, ils sont morts à la maison et ils ne sont pas comptés dans les statistiques du Covid. Quoi qu'il en soit, depuis le 1er décembre, le niveau de mortalité est assez élevé, sauf que récemment, il a baissé parce qu'on a vacciné suffisamment dans les EHPAD. Et il faut savoir que la mortalité dans les EHPAD représentait 40% de la mortalité. Et j'ai fait un graphique où j'ai séparé la mortalité à l'hôpital et la mortalité dans les EHPAD. Et on voit qu'en novembre, on est allé jusqu'à 200 morts par jour dans les EHPAD, qui était monstrueux. Et aujourd'hui, on est à 0, parce qu'ils sont vaccinés dans les EHPAD. Et pourquoi il y a plus de jeunes patients aujourd'hui, comme le disait le docteur Cohen à Avicenne? Est-ce que c'est massif? Est-ce que le taux de mortalité sont les mêmes, d'ailleurs, pour ces jeunes patients que les patients plus âgés? Est-ce qu'en gros, quand on a 40, 50 ans aujourd'hui, on doit s'inquiéter davantage? Je crois que le docteur Cohen, il dit dans certains articles que, par exemple, il y a des gens qui n'ont pas il y a des gens qui peuvent être en situation, par exemple, de surpoids, qui viennent en ce moment, plus jeunes, mais qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas forcément de comorbidité qui viennent. Je ne suis pas certaine que ça ait beaucoup changé. On a protégé plus de gens âgés avec la vaccination, pas seulement dans les EHPAD. Donc, à mon avis, c'est ça qui explique ce changement. Et on n'a pas les arrivées en réanimation en fonction de l'âge, on a juste l'occupation des lits en réanimation en fonction de l'âge.
J'ai bien regardé. Encore un chiffre qui manque. Et vraiment, la répartition des âges est tout à fait... Il y a la même proportion de jeunes, il y a la même proportion d'âge, mais il y a moins de gens très âgés. Mais de toute façon, ils n'ont jamais été beaucoup en réanimation. Donc, en fait, que je pense que ça augmente, la fréquence du virus augmente partout, c'est une vague, et il y a aussi des vieux, et il y a peut-être... Il y a des jeunes, il y a beaucoup de jeunes, mais il y a un peu moins de vieux parce qu'ils sont certains sont vaccinés. Alors, le gouvernement, bien sûr, a annoncé de nouvelles restrictions la semaine dernière, reconfinement partiel dans 16 départements, d'autres concernés sans doute, on ne le sait pas encore à l'heure où on tourne cette émission. En janvier dernier, Emmanuel Macron n'avait pas voulu reconfiner, on s'en rappelle, hein. Il avait fait le pari de ce qu'il appelle une troisième voie, je cite, freiner sans enfermer. Finalement, la réalité semble le rattraper dans le monde. Devi Sridhar, professeur de santé publique à l'université d'Édimbourg, en Écosse, dit de la stratégie française. En France, il y a cette idée de préserver l'économie en restant ouvert aussi longtemps que possible. C'est comme rouler en voiture vers un mur et affirmer qu'en freinant le plus tard possible, on gagnera du temps. Vous perdez en France sur tous les tableaux. Vous avez les morts et la crise. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est parfaitement juste. On ne peut pas mieux dire. Sous prétexte de sauver l'économie, on perd et l'économie et la santé. Il n'y a aucun doute là-dessus. Elle dit à cette spécialiste de santé publique qu'il n'y a que deux manières efficaces de combattre cette pandémie, soit l'élimination complète, choisie par certains pays, c'est-à-dire on ferme, on s'assure que le virus n'est plus là, et ensuite on rouvre, mais on fait attention à ce que, comme dès qu'il y a des poches qui réapparaissent, eh bien on s'en occupe, soit on vaccine massivement, par exemple comme on a fait en Israël, comme les États-Unis sont en train de le faire, aussi rapidement que possible la population, mais il n'y a pas d'autre solution que ça. Vous êtes d'accord ? Il y a une troisième solution, c'est qu'il faut faire les deux. Ouais. Il faut confiner pour tester, ce qu'on n'a jamais fait. On teste à tire-larigot, mais n'importe comment. Quel sens ça a de tester 300 000 enfants sur les 6, 7, 8 millions d'enfants de l'âge en question. C'est-à-dire pas juste tester un échantillon, il faudrait tester tout le monde, toute cette population d'enfants si on veut le faire sérieusement. C'est même pas un échantillon, c'est 300 000 enfants dans certaines écoles. Et on s'aperçoit qu'il y en a 1 pour 200 qui sont positifs. Et ces classes-là, on va les fermer. Mais l'école d'à côté où on les a pas testés, il y en a aussi 1 pour 200 qui est positif. Donc c'est complètement ridicule, c'est tout à fait inutile. Sans compter que ceux qui sont négatifs dans cette école, ils vont être contaminés demain en allant acheter un pain au chocolat à la boulangerie. Donc c'est pas ça. Il faut tester tout le monde. Il faut tester les enfants, les parents, les professeurs, la boulangère, la caissière du supermarché et tous les gens qui rencontrent. Est-ce qu'il faut fermer les écoles aujourd'hui ? C'est une question. Le gouvernement est axé sur deux choses. Premièrement, on ne va pas confiner le pays parce que c'est un constat d'échec monumental. Mais en fait, l'échec monumental est là. Donc, confiner ne changerait pas grand-chose. L'échec monumental est là. Et l'échec monumental est là. Et on ne va pas fermer les écoles parce que ça serait un échec monumental. Et on laisse le virus circuler. Le problème de ce virus, c'est qu'il circule chez des gens qui n'ont pas de symptômes. Les autorités n'ont pas l'air d'avoir vraiment compris ça. On attend que les gens aient des symptômes, ou alors qu'on les ait testés par hasard, parce qu'on en a testé 300 000 sur les 6-7 millions, pour se dire « Ah oui, il faudrait peut-être fermer cette classe. » Mais toutes les autres classes où on n'a pas testé les gens, il y a aussi des enfants. Donc ça ne sert à rien. Donc on gaspille énormément d'argent en tests. On a dépensé des milliards en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, à tester des gens qui repartaient négatifs et qui allaient se contaminer le surlendemain. C'est pas comme ça qu'on gère l'épidémie. Confiner pour tester massivement. Et tester massivement, ça veut dire vraiment tester tout le monde. Et c'est faisable avec des prélèvements salivaires et des tests groupés en mettant dans le même tube le prélèvement de 20 personnes. Et on peut aussi utiliser le test dans les eaux usées. S'il n'y a pas de virus à la sortie des égouts d'une petite ville, c'est qu'il n'y a personne. Puisqu'ils n'ont pas été à ce stade explorés par l'exécutif. Vous êtes épidémiologiste, je l'ai dit, certains proches de Macron disaient au début de l'année, quand il avait décidé de ne pas reconfiner, à Lyon, il va finir épidémiologiste. Les chiffres lui donnent raison, le confinement c'eût été la solution de facilité, la mesure de confort. Un autre ministre ajoutait dans cet article de France Inter, si on avait écouté toutes les Cassandres, on serait en train de travailler avec nos enfants sur les genoux depuis 3 semaines. Ça, c'était au début de l'année. Vous êtes épidémiologiste, je l'ai dit, est-ce que selon vous, Emmanuel Macron mérite ce diplôme d'épidémiologiste que certains de ses proches lui ont attribué?
Pas du tout. Mais il suffit juste de regarder combien il y a eu de morts depuis le 1er décembre, le moment où on a arrêté la diminution par confinement de l'épidémie. Donc il y a eu un nombre de morts, il y a eu 40% des 92 000 décès, 93 000, je ne sais plus où on en est, qui sont arrivés depuis. Donc tout ce temps qu'il prétend avoir gagné, ça représente une mortalité colossale. Alors je sais bien, on ne parle plus des morts, tout le monde s'en fiche complètement. Tout le monde s'en fiche des morts ? J'ai l'impression, oui. Vous avez vu les chiffres ? Où sont les données? On n'en a pas parlé. Personne n'a même dit qu'il n'y avait plus de morts dans les EHPAD parce qu'ils étaient vaccinés. Ça, c'était quand même un message positif. C'était dommage de ne pas le dire. Et sur les vaccins, vous parliez des vaccins justement. Sur les vaccins, on a eu hier cette confession d'Emmanuel Macron. Alors, vous ne l'avez pas vu à la télé française, c'est normal, puisque le président de la République française a préféré la faire sur la télé publique grecque ERT, au micro du présentateur franco-grec Nikos Aliagas. On écoute. Les Américains ont eu un mérite. Dès l'été 2020, ils ont dit on met le paquet et on y va. Et donc ils ont eu plus d'ambition que nous. On n'a pas été assez vite, assez fort là-dessus. C'est tout à fait vrai. Et on a pensé que le vaccin mettrait du temps à décoller. Je vous le dis très sincèrement, tout le monde, les experts eux-mêmes d'ailleurs, disaient jamais dans l'histoire de l'humanité on a mis moins d'1 an pour faire un vaccin. Formidable réussite. Et donc là-dessus, on a sans doute, en quelque sorte, moins rêvé aux étoiles que certains autres. Qu'est-ce que ça vous inspire? Eh bien, moi je pense que la communauté européenne a très raisonnablement investi en préachetant des vaccins qui n'existaient pas. Ils ont donné de l'argent à Pfizer, à Moderna, à Sanofi, à AstraZeneca, aux autres labos. En préachetant des vaccins qui n'existaient pas. On en a acheté 65 millions ici, tant de millions de doses là, etc. Je ne sais pas comment les négociations se sont faites. C'était une très très bonne opération. Ça s'est fait il y a longtemps, quand les labos commençaient à chercher. Ce qui est formidable, c'est que presque tout le monde, presque tous ces labos sont arrivés à faire un vaccin qui est aujourd'hui disponible. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et tout à fait imprévisible. Mais les communautés européennes ont été très raisonnables. Et la France a commandé assez de vaccins pour vacciner largement tout le monde et en avoir trop de doses. Alors pourquoi ce sentiment que c'est si lent, que ça ne se met pas en place? Alors c'est lent. C'est lent parce qu'on ne va pas très vite à utiliser les doses qui arrivent. On a des stocks. On peut regarder sur Covid Tracker. On voit qu'on a à peu près 1 million de doses en stock. Moi, je pense que tous les dimanches soirs, on devrait arriver à avoir plus que 10 flacons en stock. Il faut vacciner. Et aussi, les industriels, les pauvres, on leur demande de produire des milliards de doses en des délais très très courts. Ils font ce qu'ils peuvent, mais ils doivent avoir une semaine, ils doivent avoir une pénurie de bouchons et ensuite ils ont une pénurie d'autres choses. Je veux dire, c'est une logistique du feu de Dieu. Donc que Pfizer et Moderna et AstraZeneca soient capables de livrer des millions de doses, et aussi Gamaleya qui fabrique le Sputnik, sans parler des Chinois, tous ces gens-là, à mon avis, ils travaillent comme des fous. Mais donc, voilà, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Petite question, à votre avis, pourquoi la France n'a pas son vaccin? Sanofi n'est pas arrivé, ou plutôt, je sais pas, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, je n'ai pas du tout regardé de près, mais que sur les 6 labos ou 8 labos, il y en ait un qui ait des problèmes et ne soit pas arrivé, c'est pas grave finalement, ça peut arriver. Voilà, c'est dommage, mais on ne va pas... Tant pis, c'est comme ça. D'ailleurs, ils vont finir par faire un vaccin, mais ça sera un peu plus tard, probablement, c'est ce qu'on dit. Juste petite dernière question, Catherine Hill. Aux côtés d'Irène Frachon, vous avez contribué à révéler le scandale du Mediator, énorme scandale de santé publique pour lequel le laboratoire Servier a finalement été condamné. Sommes-nous dans la gestion de la pandémie depuis 1 an par le gouvernement sur des dysfonctionnements dû au fait que c'est une pandémie, qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficilement prévisibles, c'est ce que dit souvent le gouvernement pour s'expliquer, ou alors sur la façon dont c'est géré, sur un scandale de santé publique. C'est-à-dire, est-ce qu'on aurait pu faire les choses vraiment différemment? Est-ce que il s'agit, la façon dont la pandémie a été gérée, certains aspects, c'est un scandale de santé publique et peut-être que dans quelques années, on en parlera comme ça? Il y a des choses qui sont scandaleuses. L'utilisation des tests
rendre les tests gratuits, disponibles, tout le monde peut aller se faire tester n'importe où, n'importe comment, plusieurs fois et tout ça, c'est un gaspillage d'argent public qui est absolument monstrueux. Ce qu'on fait dans les écoles en ce moment, c'est jeter de l'argent par la fenêtre. Donc ça c'est un scandale. Après ça, c'est toujours difficile, toujours facile de dire a priori, a posteriori, mais quand même, c'est la fermeture. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Même la communication. Moi, je me suis trouvée sur des plateaux avec des gens qui disaient le contraire de ce que je disais, mais d'autres professionnels de santé publique. Il n'y a pas eu de concertation entre nous. C'est aussi de notre faute, collectivement. Moi, je suis prête à discuter avec la terre entière, mais voilà, on ne peut pas discuter. Le conseil scientifique, j'ai essayé de les contacter et de discuter avec eux, ils ont leur vérité et ils ne sont pas ouverts à la discussion. Ça, c'est un problème. Il faut organiser les choses autrement. Et le cafouillage médiatique, je veux dire, franchement, il y avait un très bon papier dans le Scientific American qui disait « La désinformation tue ». C'était le titre. Je pourrais vous envoyer le lien. Et il disait que à cause le Covid ça a donné un tsunami de désinformation. Et les plateaux ont pris plaisir, certains, à inviter des gens qui étaient complètement opposés. Je me suis retrouvée avec Jean-François Toussaint qui disait « il n'y a pas de deuxième vague ». Il a disparu temporairement des médias. On a perdu beaucoup de temps, en effet, dans cette... Mais oui, toutes ces histoires, et Raoult, et les traitements, etc. Je veux dire, les traitements, il faut les évaluer. Donc, un gourou qui dit « mon truc marche », il faut que ça soit évalué. Bon. Merci beaucoup, Catherine Hill, d'être passée par À l'air libre. Sur cette gestion, de la gestion de la pandémie par le gouvernement, le long format, je vous le conseille, de François Bonnet sur Mediapart, 1 an de pandémie, les 7 erreurs du pouvoir, et bien sûr tous les articles de nos journalistes, Caroline Coq-Chaudorge, Lise Barnéou, Rosane Le Saint, Rougiat Assal et Hélène Salvi. Merci encore, Catherine Hill, d'être passée par le plateau d'À l'air libre. Merci à vous. Avec nous depuis Jérusalem, un journaliste, un reporter, une voix de la télévision française. Bonjour, Charles Anderlin, merci d'être avec nous. Bonjour. Faut-il vous présenter? Vous êtes journaliste, je l'ai dit, la voix qui nous a raconté le conflit israélo-palestinien, notamment sur Antenne 2 puis France 2 jusque 2015. En un demi-siècle de journaliste, vous avez couvert 2 traités de paix, 5 guerres, 2 intifadas, le processus de paix d'Oslo, 2 révolutions en Égypte, et vous publiez le 6 avril prochain un nouveau livre de notre correspondant à Jérusalem, le journaliste comme identité, aux éditions Don Quichotte. Charles Anderlin, 1 ou 2 petites questions d'actualité. D'abord, on a parlé de la pandémie, là, à l'instant, avec Catherine Hill. Israël est un des pays au monde qui a le plus vacciné. Près de 5 millions d'Israéliens ont reçu les 2 doses de Pfizer, dont vous, je crois, d'ailleurs. C'est la moitié de la population, et l'on revoit ces scènes de convivialité dans les rues en ce moment, ici à Tel Aviv, par exemple, photo du quotidien Haaretz. Charles Anderlin, comment on explique cette campagne de vaccination massive? Eh bien, d'abord, il faut dire qu'on ne peut pas comparer à ce qui se passe en France. Israël est un petit pays, 9 millions d'habitants, c'est un peu un gros département français. Pfizer, après avoir fait les essais cliniques sur quelques dizaines de milliers de volontaires, cherchait un État, une nation, un pays où il serait possible de procéder à une expérimentation sur une beaucoup plus grande échelle, sur des millions. Alors Israël était le candidat rêvé pour cela, avec des caisses de maladies qui ont des dispensaires dans à peu près toutes les localités du pays. Vous savez, pour aller d'un endroit à un autre en Israël, il faut au maximum quelques heures et pas plus. Donc le pays est petit, un service de santé très bien fait, avec des médecins dans les dispensaires, des infirmières. Tous les ans, les Israéliens sont vaccinés pour la grippe. Les dossiers médicaux de l'ensemble des patients sont digitalisés. Donc la chose était naturelle. Et Pfizer a tout de suite accepté les propositions du système de santé israélien et a livré des millions de doses. La vaccination s'est déroulée très vite et puis franchement ça a marché. Et je répète, il faut se faire vacciner. Toutes les courbes sont à la baisse et le pays est en train de rouvrir. Le nombre de malades graves baisse, il y a beaucoup moins de morts. Mais il faut rappeler aussi que la gestion de la pandémie par Benjamin Netanyahou a été une catastrophe. On a plus de 6000 morts. Et s'il n'y avait pas eu le vaccin, je crois que le résultat des élections que nous venons d'avoir ici se serait passé
très différemment. Alors justement, on va en reparler dans un instant, mais un instant juste, c'est pas la même chose en Palestine. Médecins sans frontières a alerté récemment sur une flambée de la pandémie en Palestine et le besoin urgent de vaccins de ce côté-là, d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Et un certain nombre d'ONG de défense des droits de l'homme ont fait un appel devant la Haute Cour de justice israélienne pour qu'Israël livre des vaccins au public palestinien en Cisjordanie et aussi à Gaza. Cela devient effectivement urgent. Il y a un grand nombre de contaminés et ça se passe très mal. Et c'est un véritable problème de droits humains. Alors, les élections, venons-y justement. Il y avait une élection mardi en Israël, la 4e en 2 ans. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, en poste depuis 11 ans, a revendiqué la victoire. Est-ce qu'il va former pour vous un nouveau gouvernement? On rappelle aussi que pèsent sur lui de nombreuses enquêtes judiciaires. Oui, alors, les chiffres que nous venons d'avoir, qui sont encore officieux mais devraient être confirmés dans la soirée, le bloc anti-Netanyahou a 61 mandats de député à la Knesset, alors que Benjamin Netanyahou, lui, ne peut être sûr de réunir que 59 députés. Résultat, il n'arrivera pas dans ces conditions à former un gouvernement sans attirer soit un petit parti islamiste proche des frères musulmans, ce qui serait assez drôle compte tenu du fait que parmi son alliance électorale, on a une formation qui est raciste, homophobe, anti-arabe et xénophobe. Donc les faire rentrer maintenant, les frères musulmans, dans une coalition où il y a des anti-arabes, ça risque d'être assez intéressant. Et puis il essaye aussi de conclure un accord avec une formation sioniste religieuse, pro-occupation, opposée à la gauche israélienne. Donc tout ça, c'est une cuisine électorale qui s'annonce. Netanyahou va essayer de débaucher des députés chez les uns et les autres. À mon avis, il n'y réussira pas. Le camp anti-Netanyahou, dont on a vu beaucoup les manifestations très importantes. Vous savez, on a eu 39 samedis, 39 semaines durant lesquelles des milliers d'Israéliens ont manifesté pour le départ de Netanyahou, contre la corruption. Vous l'avez dit, il est accusé d'abus de confiance, de fraude, de corruption. Donc Netanyahou, son procès va commencer le mois prochain. Il y avait samedi soir dernier 50 000 Israéliens qui ont manifesté à Jérusalem. C'était sans précédent. J'ai jamais vu une manifestation aussi importante. Dans l'état actuel des choses, on va vers un blocage. Ouais. La gauche et la droite anti-Netanyahou, parce que ça existe, essayent de se rassembler pour, à l'ouverture du Parlement, parce que le Parlement donc sera divisé en 2 camps, encore beaucoup essayer de faire élire un nouveau président du Parlement et faire voter des lois interdisant un candidat accusé de corruption de former un cabinet. Charles Anderlin, dans le livre que vous allez sortir le 6 avril, vous racontez un demi-siècle de couverture du Proche-Orient, la vôtre en tant que journaliste. Quelques moments de paix, mais beaucoup de guerres et de conflits. Pour vous, quel a été le moment le plus fort journalistiquement et pourquoi? Écoutez, d'abord, il y en a effectivement eu plusieurs. Pour moi, c'était peut-être l'arrivée d'Anwar el-Sadat à Jérusalem. Je travaillais à l'époque à la radio israélienne et quand Anwar el-Sadat a annoncé au Parlement égyptien qu'il était prêt à aller à Jérusalem, à la Knesset pour faire la paix, personne dans la rédaction n'y a cru. C'était de la science-fiction, il se fiche de nous, c'est pas vrai, il ne fera pas ça. Et puis il est venu, et c'était un événement, l'équivalent de l'homme sur la Lune. Les Israéliens pleuraient dans la rue. C'était un moment extrêmement fort. Et puis bon, oui, j'ai suivi un certain nombre de guerres, la guerre d'octobre 73 et puis surtout 82. En 82, j'étais au Liban, je suis passé à Beyrouth et j'ai interviewé le père de Bachir Gemayel, le chef de la milice des forces libanaises qu'Israël essayait d'aider à l'époque, et cher Gemayel, Pierre, m'a dit « Nous ne ferons jamais la paix avec Israël ». Et les Israéliens n'y ont pas cru, et lorsqu'effectivement cette guerre d'Israël au Liban s'est mal terminée, eh bien, on était plusieurs à le savoir,
il n'y aura pas de paix avec le Liban de Bachir Gemayel, qui d'ailleurs a été assassiné dans un attentat organisé par les services syriens. Une autre question, comment c'est possible de travailler sereinement sur ce conflit? Vous êtes français, vous êtes aussi israélien, vous vivez à Jérusalem, et il y a eu plein d'épisodes dans votre vie. On se rappelle que vous avez subi des menaces de mort en 2000 pour avoir rendu compte de la mort à Gaza du jeune Mohamed Al-Doura. On vous a accusé de mise en scène à l'époque. Vous avez gagné en 2013 votre procès en diffamation. Énormément de tensions autour de cet événement, dont vous étiez finalement au cœur de tout ça. Que vous a appris cet événement, puisqu'il y avait la version en effet de l'armée israélienne qui n'était pas celle que vous aviez présentée. Il y avait énormément de tensions et beaucoup de discussions autour de ça. Je rappelle que vous avez gagné en 2013 votre procès en diffamation. Écoutez, à partir du moment où vous n'utilisez pas le langage de la droite israélienne, c'est-à-dire, si vous ne dites pas les territoires libérés, les territoires administrés, que vous utilisez le terme l'occupation des territoires palestiniens, le droit du peuple palestinien à sa terre, lorsque l'on couvre également le côté palestinien. Mais vous savez, bien avant l'intifada d'octobre 2000, j'étais déjà critiqué parce que j'utilisais le langage du journalisme équilibré. On appelle un chat un chat. Pour les Nations Unies, les territoires palestiniens sont occupés par Israël. Point. À partir de ce moment-là, j'ai eu la police juive de la pensée qui a essayé d'influencer d'abord la radio israélienne où je travaillais, et puis à Antenne 2, et puis France 2, il y a eu le soutien de la direction. On te soutient, ton travail, c'est ce qu'il faut faire. Lorsqu'il a fallu, France 2 a pris des avocats, nous sommes allés au procès, les syndicats de journalisme m'ont soutenu. Simplement, il ne faut pas céder. À partir du moment où on commence à faire des cadeaux à l'autre camp, au camp conspirationniste, eh bien c'est fini. On n'est plus journaliste, on commence par faire de la autre chose qu'une couverture objective et sincère. Merci beaucoup Charles Anderlin, c'est des débats et des discussions évidemment extrêmement actuels encore aujourd'hui. Merci beaucoup d'être passé par À l'Air Libre. Vous publiez, je le rappelle, le 6 avril prochain ce livre de notre correspondant à Jérusalem, Le journalisme comme identité, aux éditions Don Quichotte. C'est l'heure de notre 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, voici ce que vous pouviez lire. Et si vous vous abonnez, évidemment, offre spéciale en ce moment pour les 13 ans de Mediapart, 11 € pour 3 mois. François Bougon revient sur l'entrée en matière de Joe Biden sur la scène internationale. Le nouveau président américain montre ses muscles et n'hésite pas à recourir lui aussi à l'insulte. En diplomatie, on entre là encore dans l'ère du clash. Mathilde Gohanec a analysé comment Macron traite, ou plutôt maltraite, la participation citoyenne. Grand débat national, convention citoyenne, référendum sur le climat. Le président a fait plusieurs fois mine de donner la parole aux Français sans jamais le faire en réalité. Dans le club de Mediapart, nous vous conseillons les articles à la une. Ils reviennent tous à leur façon sur ce moment étrange où un ministre de l'Intérieur, en l'occurrence Gérald Darmanin, peut arguer du traitement antisémite des Juifs par Napoléon pour décrire sa propre politique à l'égard des musulmans. C'est proprement stupéfiant. Voilà, À l'Air Libre, c'est fini pour cette semaine. Ce week-end, nos émissions studio sur les pesticides avec Amélie Poinceau, comment réduire la dépendance de l'agriculture aux produits chimiques, et une belle émission animée par Jean-Pierre Perrin en Syrie, la mémoire et la vie, littérature, musique, cinéma, peinture. La création, paradoxalement, n'a jamais été aussi vivante depuis le début de la Révolution. Samedi, ne ratez pas notre documentaire Appel à l'anxiété générale de Hélène Klodowski. Merci beaucoup pour cette semaine à la rédaction d'À l'Air Libre et à l'ensemble de l'équipe technique. Et le mercredi 31 mars, mercredi prochain, ne ratez pas notre À l'Air Libre spécial, un an avant la présidentielle, avec des reportages, des invités, en live donc sur Mediapart à partir de 19h. Bon week-end, lundi, vous retrouvez Valentine Auberti.